Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle émission Point de Rupture, une émission coproduite avec le mensuel Rupture, mensuel progressiste et radicalement eurocritique. Cette collaboration va nous permettre de produire très régulièrement des émissions parlant de l'actualité internationale et de l'Europe, toujours sous un angle anti-impérialiste. Alors je me trouve ici avec le rédacteur en chef de la revue Rupture, Pierre Lévy. Pierre Lévy, bonjour. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Et je voudrais d'abord remercier le Média pour tous de nous avoir permis de coproduire cette série d'émissions dont nous lançons aujourd'hui la première et qui sera une coopération de longue durée. Pour ce qui nous concerne, Mensuel Rupture, nous allons essayer d'apporter ce que nous savons faire, c'est-à-dire d'abord la priorité aux infos, la priorité aux faits et une analyse radicalement eurocritique. Et donc j'espère que notre petit plus sera, dans ces émissions, d'apporter une touche internationale, d'apporter une touche européenne au sujet que le Média pour tous traite. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les bouleversements que subit pour l'instant notre mensuel. Nos abonnés sont au courant, ils ont reçu des lettres et nous allons, avec nos amis du Média pour tous, nous efforcer de traiter des sujets qui sont ceux que nous traitions d'habitude dans notre mensuel et avec évidemment le souci d'intéresser un très large public à cette approche. Alors, cette approche qui est, pour ceux qui ne nous connaissent pas, déterminé par le triptyque du progrès social, de la souveraineté populaire et de l'indépendance nationale. Alors cette série de rendez-vous bimensuels que nous allons proposer comportera à chaque fois un invité, alors un invité, un expert, ou bien un contradicteur, évidemment sur des sujets d'actualité, je l'ai dit, par exemple sur les retraites et l'Union européenne, sur l'énergie et l'Union européenne, sur les rapports franco-allemands, bien sûr sur des questions qui restent d'actualité et qui ressurgissent régulièrement, puisque ce sont des événements importants sur le Brexit, sur des questions comme l'immigration traitée par l'Union européenne. Et aujourd'hui, pour cette première émission, nous avons discuté avec nos amis du Média pour tous, et parmi les sujets d'actualité, nous allons traiter des sanctions prises depuis un an par l'Union européenne, en fait depuis un peu plus longtemps par l'Union européenne, contre la Russie, avec un invité de marque, Jacques Sapir. Alors, avant de présenter notre invité, je tiens à préciser à ceux qui nous regardent que cette émission se déroule en deux parties. Donc, nous aurons, en l'occurrence sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, une partie sur les conséquences des sanctions pour la Russie et une deuxième partie sur les conséquences des sanctions pour l'Union européenne. Et cette deuxième partie sera réservée aux abonnés du Média pour tous et de Rupture. C'est ça, Pierre? Absolument. Et nous sommes heureux, d'une certaine manière, de nous faire connaître très largement d'un large public d'internautes et de réserver évidemment à ceux qui nous font confiance, aux Médias pour tous et à Rupture, une deuxième partie qui, j'espère, sera passionnante. Alors, il est temps de présenter notre invité, Jacques Sapir, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Je vais vous présenter succinctement. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je vais citer les deux derniers. Le grand retour de la planification et le protectionnisme dans la collection Que sais-je? Pierre, je vous laisse la parole pour entamer cette discussion sur les sanctions contre la Russie. Alors en quelques mots, puisque nous allons parler des sanctions, il faut quand même rappeler le contexte. Il y a un peu plus d'un an, en février 2022, le président russe déclenchait ce qu'il appelait une opération militaire spéciale en Ukraine. Et à peine celle-ci déclenchée, l'Union européenne s'est alignée spontanément, ou en tout cas très directement, sur les positions les plus ultra-atlantiques et nous a servi d'emblée un récit extrêmement manichéen qui relevait d'une propagande que nous voyons se développer encore aujourd'hui dans les grands médias chaque jour et plusieurs fois par jour, selon laquelle la Russie serait un ogre barbare et sauvage, assoiffé de sang, contre une pauvre victime que serait l'Ukraine. Alors, je ne soutiens pas du tout le récit qui serait caricaturalement inverse, mais il nous faut comprendre, expliquer, raisonner et évidemment avoir une approche pour le moins plus critique et plus nuancée. Alors, on ne peut pas comprendre ce qui se passe depuis un an si on ne revient pas à plusieurs années en arrière, notamment en 2014, quand l'Euromaïdan avait déjà constitué une étape importante qui avait, par un coup de force, viré le président Yanukovych, qui avait été élu sans conteste, dans un contexte précisément où depuis des années, peut-être même depuis l'éclatement de l'Union soviétique, les Occidentaux, ou en tout cas un certain nombre de géostratèges occidentaux, rêvaient d'une chose,
c'est, pour reprendre les termes de l'Union européenne, d'arrimer l'Ukraine à la cause occidentale. Et donc c'est cette succession d'événements depuis des années qui fait qu'il faut bien comprendre tout le film et pas seulement une image. Alors des premières sanctions avaient été décrétées par l'Union européenne en 2014 lorsque la Russie avait rapatrié en quelque sorte, en tout cas c'était son terme, la Crimée. Mais évidemment l'intervention qui date de février 2022 a accéléré les choses. Et l'Union européenne a réagi notamment par deux grandes décisions. D'une part, des livraisons d'armes massives, en parallèle avec les États-Unis, qui sont évidemment les plus gros fournisseurs d'armes, et l'ensemble se chiffre d'ores et déjà à des dizaines de milliards de dollars, et le cas échéant d'euros. Donc, des livraisons d'armes de plus en plus lourdes. Et puis le deuxième axe, c'est des sanctions. Alors depuis depuis début mars 2022, pas moins de 10 paquets de sanctions successives ont été annoncés et mis en œuvre. Alors, Jacques Sapir va évidemment nous parler de tout ça plus en détail, mais je résume en un mot. Il y a deux directions de ces sanctions. D'une part, le blocage d'exportation massive de l'Union européenne de produits considérés comme critiques vers la Russie. Et puis ensuite, le blocage d'importation, notamment de produits énergétiques, de la Russie vers l'Union européenne. L'autre axe, c'est aussi des gels d'avoirs, des interdictions de pénétrer sur le territoire de l'Union européenne où sont visés des oligarques, des politiques, des sociétés. J'ajoute peut-être juste une dernière chose en parenthèse, c'est que parmi les sanctions figure aussi l'interdiction d'émettre de la chaîne RT, qui a été prise, en tout cas en ce qui concerne sur ordre de l'Union européenne, et pour ce qui concerne la France en toute illégalité, par rapport aux normes qui sont en vigueur dans notre pays, et qui constitue une censure a priori, quoi qu'on pense de cette chaîne et du contenu qui a été diffusé, qui constitue une première, en tout cas depuis longtemps, une censure a priori d'un moyen d'information qui était écouté par un certain nombre d'auditeurs français. Officiellement, et je vais passer la parole à Jacques Sapir, il s'agissait, pour les dirigeants européens en particulier, de mettre à genoux la Russie, pour, soi-disant, faire cesser la guerre, avec cette phrase que vous avez sûrement tous en tête de Bruno Le Maire, l'actuel locataire de Bercy, qui avait dit « Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe ». Alors Jacques Sapir, est-ce que l'économie russe s'est effondrée ? Non, nullement, nullement. Ce qui ne veut pas dire que les sanctions n'ont pas eu d'effet. On voit très bien, alors, il faut peut-être revenir un petit peu sur ces sanctions. Ces sanctions ont en réalité trois axes. Il y a un axe commercial, donc qui touche évidemment les exportations de l'Union européenne vers la Russie, qui touche aussi des importations russes vers l'Union européenne. Il y a l'axe, comme vous l'avez dit, des mesures individuelles, des mesures qui ciblent soit des personnes morales, soit des personnes physiques. Et puis il y a un autre axe qui est extrêmement important, qui est un axe financier. C'est le blocage des avoirs et c'est l'interdiction d'utiliser le rouble ou de transférer des euros ou des dollars en rouble sur le territoire de l'Union européenne. Et en réalité, c'était plutôt en référence à cet axe, qui a été pris très vite, avec en particulier l'interruption du système SWIFT, que Bruno Le Maire a fait cette phrase. Si vous voulez, l'idée, c'était de provoquer une crise financière qui, comme il le disait, met à genoux la Russie. Alors, si on veut comprendre maintenant ce qui s'est passé, sur la question financière, les Russes, en réalité, s'attendaient aux sanctions et ils ont réagi extrêmement vite, c'était dans l'ordre de la journée, en mettant en place, en fait, un système que nous, Français, connaissons bien, qui est le système de contrôle d'échange et de contrôle des capitaux. Autrement dit, ils ont déconnecté l'espace financier russe de l'espace financier occidental, et ils l'ont reconnecté avec des espaces financiers non occidentaux, essentiellement chinois, mais aussi en partie indiens, etc. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, ça n'a pas eu d'effet. Ou plus précisément, l'effet a été extrêmement court. Alors effectivement, en 3-4 jours, on a vu le rouble perdre 30% de sa valeur, puis, quand les opérateurs se sont rendus compte qu'il y avait un nouveau cadre d'opération, eh bien le rouble est remonté, et 6 semaines après la prise de ces sanctions, il était à 12% au-dessus de sa valeur de février. Ce qui d'ailleurs
par exemple, pose un problème de surévaluation du rouble, mais je n'entre pas dans le détail. Donc là, c'est un échec, et un échec flagrant en ce qui concerne, je dirais, la dimension financière des sanctions. Après, la dimension économique a eu un impact. Alors, on a parlé dans les pays occidentaux d'un effondrement de 10 à 12% du PIB. Ça n'a pas été ça. Mais néanmoins, il y a eu sur les mois d'avril, de mai et de juin, une baisse de la production que l'on peut estimer entre 4 et 4,5%. Donc c'est quand même important, d'autant plus que en février, la production russe était sur une pente de croissance d'environ 3%. Donc, si vous voulez, ça fait un écart de 7%. Après, et c'est un point intéressant, l'économie russe s'est adaptée aux sanctions. Alors, elle s'est adaptée pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le gouvernement a pris des mesures de soutien à toute une série d'activités, en particulier d'activités industrielles russes. Il a en particulier proposé aux sociétés occidentales qui souhaitaient quitter la Russie des accords, soit pour, je dirais, sanctuariser leurs investissements en Russie, c'est le cas pour Renault, soit de reprise de ces investissements par des opérateurs russes. Il a financé, et c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place maintenant de manière de plus en plus importante, des opérations de substitution aux importations occidentales. Il a aussi financé le basculement du commerce de la Russie, donc de l'Union européenne, vers d'autres pays, essentiellement des pays asiatiques. Du commerce pas seulement énergétique, du commerce au sens large. Du commerce au sens large. Et il faut toujours rappeler que l'Union européenne représentait à peu près 50% du commerce international de la Russie. Les États-Unis ne représentaient qu'environ 5%. D'ailleurs, si vous voulez, bon, ça a toujours été assez marginal. Et déjà, on voyait une part importante du commerce avec l'Asie, puisque la Chine représentait grosso modo 20% du commerce extérieur de la Russie. Bon. Donc il a accéléré ce basculement, et le résultat, c'est que l'on a vu l'économie russe remonter. Et aujourd'hui, si vous voulez, les statistiques montrent que l'économie russe a subi une contraction de seulement 2,1%. Donc on est loin du choc initial, et qu'elle devrait retrouver sa croissance en 2023. Si vous voulez, alors après, que sera 2023 ? Le Fonds monétaire international parle d'une croissance de 0,3%. D'après ce que l'on voit, et visiblement le mois de février a été excellent. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu des investissements extrêmement importants qui ont été faits en Russie. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait être entre 0 et plus 1,5%. Et il faudra voir à quelle vitesse le processus de, si vous voulez, de substitution aux importations et de développement des infrastructures va se développer. Mais ce qui est clair, c'est que les sanctions ont bien eu un effet négatif. Oui. C'est un choc, ce qu'on appelle un choc exogène, mais que ce choc a été fondamentalement limité. Et le point important, c'est qu'il y a maintenant un certain nombre d'experts occidentaux qui disent « oui, mais en réalité, oui, on voit bien que l'économie russe est en train de se rétablir, mais les sanctions vont avoir un effet à très long terme. » Bon. C'est là-dessus que je voulais vous faire réagir, parce qu'il y a en effet cette thèse qui consiste à dire « bon, ça marche moins vite qu'on a pensé, mais malgré tout, quand on regarde sur le long terme, ça va être un poison à effet lent, en quelque sorte. » Voilà. Alors, il se base sur quoi pour dire ça? Parce que ce n'est pas des choses qui sont dites de manière en l'air. Ben, il se base sur le fait que la Russie ne pourrait pas se procurer des biens à haute technologie, soit qu'elle ne produit pas, soit qu'elle produit en capacité trop faible par rapport à ses besoins. Bon, on sait par exemple que sur les microprocesseurs, la Russie produit des microprocesseurs très avancés, mais elle en produit très peu.
Si vous voulez, on sait que ce soit les microprocesseurs Elbrus, mais cette production, visiblement, elle est encore du niveau, non pas du laboratoire, mais de la petite série, et elle ne correspond pas aux besoins de l'économie russe. Mais par contre, ce que l'on voit, c'est que l'économie russe arrive à s'approvisionner en microprocesseurs auprès de la Chine, auprès de Hong Kong. Alors, on va dire Hong Kong, c'est la Chine maintenant, mais en réalité, Hong Kong est dans les statistiques internationales séparé. C'est Hong Kong, province de la Chine, mais qui, comme elle a un statut spécial, n'est pas comptabilisée comme la Chine populaire. Bon, on voit qu'à l'évidence, le commerce avec Hong Kong a littéralement explosé, donc ça veut dire que via Hong Kong, il y a toute une série de microprocesseurs qui arrivent en Russie, mais il y a aussi d'autres pays qui servent de plateforme de réexport, et là où c'est assez intéressant, c'est la Turquie. Le commerce de la Turquie avec la Russie, qui était déjà important, la Turquie a toujours été un partenaire commercial important de la Russie, eh bien on voit que ce commerce a augmenté de pratiquement 75%. 75%. Donc, si vous voulez, c'est des hausses considérables. Alors, sur des volumes qui ne sont pas égaux au volume chinois, mais par exemple, le commerce avec la Chine a augmenté de pratiquement 20%. Et là, on part sur des très très grands nombres. Le commerce avec l'Inde, visiblement, a augmenté. Alors, on a des problèmes pour retrouver des chiffres, parce que les douanes indiennes sont pas très transparentes. Mais quand on voit que des compagnies de transport naval russes ont multiplié par 4 les rotations avec l'Inde, et ce n'est pas des rotations pour le pétrole, c'est des rotations de porte-conteneurs. Bon, on se dit qu'il y a à l'évidence une montée très rapide et très forte du commerce avec l'Inde. Alors vous avez évoqué le renforcement de plateformes intermédiaires et de pays qui ne sont pas rien, qui comptent. Et il y a une autre conséquence que d'aucuns ont évoquée, et dès 2014, c'est-à-dire que si dans un premier temps on comprend bien que les sanctions étaient un choc, elles ont amené la direction russe à prendre des mesures, pas seulement pour parer les conséquences immédiates, mais pour reconquérir une certaine autonomie, notamment en matière agricole, et finalement, à long terme, loin de nuire à l'économie, certains pouvaient même considérer que ça avait indirectement renforcé l'économie russe par la recherche précisément de pouvoir fabriquer sur place ce qui était jusqu'à présent importé. Oui, tout à fait. Et vous avez tout à fait raison de le dire, les sanctions ont commencé non pas en 2022, mais en 2014. Il y a eu l'interdiction de l'exportation en Russie de matériel militaire, de certains matériels électroniques. Bien. Et effectivement, la Russie a réagi avec une politique de souveraineté économique et de souveraineté industrielle. Alors, souveraineté économique pour l'agriculture. Et là, c'est la Russie qui a décrété d'une certaine manière des sanctions vis-à-vis des pays européens en interdisant l'importation de produits agricoles en provenance des pays européens. Donc ils sont allés immédiatement, ils ont importé depuis ailleurs, mais bon, et en mettant des crédits importants pour accélérer le développement de l'agriculture russe. Ce qui fait que de 2014 à fin 2022, l'économie russe, l'agriculture russe s'est développée de manière très rapide. La Russie est redevenue exportatrice de matières premières agricoles, de céréales, on dit toujours le blé, pas simplement le blé, l'orge, le seigle, bon, c'est l'ensemble des produits céréaliers. Elle est arrivée à une autonomie en légumes, ce qui n'est pas évident. Alors même si elle continue d'acheter certains fruits, entre guillemets, exotiques, faire pousser des bananes en Russie, oui, on peut le faire sous serre, dans des conditions très très particulières, mais on voit bien que ce n'est pas quelque chose de très rentable. Bon. Et puis, surtout, la Russie est arrivée à reconstruire le secteur de la production animale. Ils ont commencé par le poulet et le porc, et maintenant ils sont en train de redévelopper très fortement le niveau de l'élevage des ovins, des caprins et des bovins.
Alors, il faut rappeler, hein, là, c'est que la dimension même de l'élevage en Russie portait encore les traces de ce qui s'était passé en Union soviétique, où le cheptel avait pratiquement été diminué de 2/3 au moment de la collectivisation, si vous voulez. Et l'agriculture soviétique avait toujours été, non seulement, elle avait un problème en termes de production agricole générale, mais elle avait un problème particulier en termes de production animale. Bon. Or, ce que l'on voit, c'est qu'en moins de 10 ans, la Russie a d'une certaine manière effacé ce choc très ancien, mais qui continuait d'avoir des conséquences sur l'agriculture russe contemporaine. Alors, comme on se dirige petit à petit vers notre deuxième partie, je reviens d'un mot sur ce que vous avez indiqué concernant l'Inde, la Chine. Il y a eu donc une redistribution, une restructuration. Alors, vous avez dit que ce n'est pas seulement l'énergie, mais c'est aussi l'énergie. Et on arrive à cette situation un petit peu étrange, pour ne pas dire autre chose, où finalement les Européens s'interdisent d'acheter un certain nombre d'hydrocarbures et finalement achètent ces hydrocarbures, mais qui transitent par la Chine, ou essentiellement par l'Inde. Et donc finalement, les Européens semblent s'infliger à eux-mêmes une sanction, puisqu'ils achètent les mêmes hydrocarbures, mais en payant plus cher, puisque c'est par l'intermédiaire de pays tiers, en quelque sorte. Donc ça m'intéresse de vous entendre sur ce point. J'ajoute, et ça sera sans doute l'objet de notre deuxième... J'aurais une question pour Absolument. cette première partie. Et la deuxième partie nous amènera sans doute à réfléchir sur comment l'Union européenne, dans son essence même, sans jeu de mots, pousse à la surenchère entre États membres et à un alignement sur les positions des plus ultras. Donc ça sera l'objet de notre deuxième partie, mais avant ça peut-être... Alors moi j'avais une Vincent. question. Jacques Sapir, vous nous dites que finalement ces sanctions européennes n'ont pas eu d'impact dans la vie quotidienne des Russes. Oui, très peu. Très peu. Très peu. Si vous voulez, bon, par exemple, certains Russes avaient des cartes de crédit occidentales. Ils ne peuvent plus s'en servir. Mais la Sberbank, qui est en fait la grande banque en Russie, a immédiatement émis des cartes de crédit qui sont reliées au système chinois et qui fonctionnent. Et par ailleurs, l'interdiction n'a évidemment pas touché les cartes de crédit chinoises. Donc aujourd'hui, à travers les liens avec la Chine, il y a, si vous voulez, une reconnexion au niveau international, et donc des Russes qui viennent en France, parce qu'on vient toujours de Russie en France, il ne faut jamais l'oublier, hein, même s'il n'y a pas de vol direct pour Moscou, Saint-Pétersbourg, etc. Il y a des vols indirects. On passe par Belgrade, par Ankara, par Istanbul. Belgrade, par Istanbul, voire par Dubaï, pour certains vols. Bon, donc ça existe toujours. Et les Russes qui viennent en France, ils utilisent des cartes chinoises qui sont reconnues dans le système SWIFT. Donc, si vous voulez, il y a toutes ces dimensions. Après, sur la consommation, bien sûr, il y a eu la disparition de certains produits de consommation occidentaux qui ont immédiatement été remplacés par des produits d'origine asiatique, alors chinois évidemment, bon, en particulier sur tout ce qui est l'électronique, les smartphones, bon, bien, indiens, parce qu'il y a des produits indiens de très bonne qualité, mais on voit maintenant des produits vietnamiens, on voit des produits malaisiens qui sont bons. Donc, en réalité, il n'y a pas eu de véritable impact sur la consommation. Il y a eu un impact en termes d'inflation, qui est d'ailleurs aujourd'hui, en fait, effacé, puisque, si vous voulez, la Russie a connu un grand pic d'inflation au moment où les sanctions ont eu de l'effet. Ont eu de l'effet. L'inflation est montée à 19%. Puis, les prix ont baissé. Alors, c'est un point important. On dit souvent, ah oui, en France, il y a moins d'inflation. Bon, mais ce qui se passe, c'est qu'en France, l'inflation ralentit. Elle ne s'inverse pas. Ce qui s'est passé en Russie, c'est qu'on est monté à 19%, puis on est retombé. Et on est retombé à 11,9%. Et le point important, c'est quand on regarde les revenus salariaux ont été plus importants que cela.
C'est-à-dire que le salaire réel, ou le revenu réel, plus précisément, a augmenté de 1%. Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Alors, ça va avoir des effets sur la consommation des ménages, même si, très clairement, les ménages russes ont une épargne qui a augmenté l'année 2022. Et on voit bien que, je dirais, l'ensemble des gains salariaux ne vont pas se traduire immédiatement en dépenses de consommation, parce que les ménages russes préfèrent aujourd'hui se constituer une épargne plus importante. Voilà, on comprend bien, parce qu'on est dans une situation de guerre, hein, et il y a évidemment ce réflexe de précaution. Dernier point, pour l'automobile ou le gros électroménager, évidemment, très grosse présence de la Chine, qui est en train de remplacer, en particulier pour l'automobile, la place laissée libre par les constructeurs européens. Parce qu'il y avait les Allemands, on pense à Renault. On pense à Renault, est en train d'être remplacé par les Chinois, mais aussi dans l'électroménager. Et enfin, dernier point, on voit toujours des ventes de voitures occidentales en Russie. J'ai été en Russie... De voitures neuves. De voitures neuves, bien sûr. On voit en Russie... j'étais en Russie fin novembre, et à 2 pas de mon hôtel, il y avait un concessionnaire de voitures allemandes de luxe. C'est-à-dire les grosses Audi, les grosses Mercedes. Le showroom était plein. Je suis allé le voir. Bon, monsieur, vous voulez acheter? Non, je ne veux pas acheter voiture, mais ce qui m'intéresse, c'est d'où viennent-elles? J'arrive, si vous voulez, il dit, ah oui, bon. On s'arrange. On s'arrange. Donc, il faut bien comprendre, alors, je suppose que l'arrangement doit avoir une conséquence sur le coût. C'est que le coût de la Audi 8, mais d'une certaine manière, une Audi 8 coûte tellement cher que même si un peu plus ou un peu moins, on ne voit pas de véritable différence. Alors, vous avez parlé de l'inflation. Ça nous introduit bientôt notre deuxième partie, puisque si l'inflation a monté puis s'est inversée en Russie, tel n'a pas été le cas pour les pays occidentaux, les pays de l'Union européenne en particulier, ça va être un des thèmes de notre deuxième partie. C'est ça, et nous démarrons donc cette deuxième partie. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés aux Médias pour tous ou à Rupture, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi, et nous poursuivons désormais cette émission pour les abonnés.